Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 23. Yoga, super pouvoir et secte sexuelle. Geoffrey décide de s'engager pleinement dans le yoga Agama. Mais rapidement, l'idéal vient se confronter à un réel moins flamboyant que promis. Que va faire mon invité des informations contradictoires qui se bousculent à sa porte? Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers volets de cette série de 6, courez-y dès maintenant. Pour les autres, attention, ce qui suit peut heurter les oreilles sensibles. Chapitre 3. Être à la hauteur de l'enseignement. Dans les premiers livres tantriques, il y aurait en sanskrit une explication imagée, parce qu'il parlait en mode code, d'après la théorie d'Agama, parce qu'il fallait que ça reste privilégié pour l'élite, les quelques rares yogis qui avaient le droit. C'est de l'ésotérisme. C'est de l'ésotérisme. Uniquement les initiés savent. Voilà. Mais heureusement, les grands maîtres d'Agama, donc Swami et ceux d'avant, ont traduit et ont rendu intelligible et clair pour tout le monde ces connaissances précieuses. Alors Swami, que tu viens juste de citer, c'est l'initiateur du yoga Agama. Voilà. Qui est donc pratiqué dans ce centre au Mexique, mais qui n'est qu'une des écoles au niveau international. Et donc on te parle de Swami à ce moment-là, de ce maître... Alors c'est pas juste qu'on m'en parle, c'est que il y a des cours qui sont donnés par des professeurs avancés qui sont au Mexique dans la petite école, mais ils ne sont pas là dans tous les cours, et dans les cours où ils ne sont pas là, surtout à partir du 2e mois, parce que j'ai fait les 3 premiers mois là-bas, ce sont des cassettes de Swami enregistrées qu'on entend. Donc on voit directement cette personne qui est roumaine, qui a créé son école d'abord en Inde, puis en Thaïlande, qui a sa maison principale en Thaïlande et quelques écoles succursales, dont ici à Mazunte, au Mexique. Donc c'est des vidéos. C'est des vidéos, ouais. D'accord. Mais voilà, j'engrange pas mal de théories sur le yoga et ça me parle. Ça me parle d'autant plus que j'ai l'impression à ce moment-là que ça me donne des réponses à pas mal de mes bizarreries. J'avais pas d'éléments pour expliquer ça. Le fait d'imaginer avoir des vies déjà vécues à 4 ans, bah oui, si le cycle des réincarnations existe et qu'il y a quelques âmes un peu plus sages qui arrivent des fois à se rappeler des vies vécues, bon, ça peut être ça. Les âmes, il y a des âmes plus vieilles et plus jeunes. Les plus jeunes, elles sont toutes folles, elles veulent faire la fête, elles veulent accumuler, elles veulent faire plein d'expériences. Et les âmes plus vieilles, elles cherchent plus la spiritualité, elles sont plus posées. Et là, je repense, je repense à cette amie de 40 ans qui dit, mais déjà à 16 ans, tu te poses toutes ces questions-là, bah, là, ça fait sens. Le fait d'avoir réussi à comprendre en polonais ce que mes amis disaient en Erasmus. Quand je suis allé en Hongrie avec Adeline, après quelques semaines, je comprenais le hongrois très particulier comme langue, très loin du français, et j'avais l'impression de comprendre, et souvent quand je parlais, ils étaient étonnés, mais tu comprends? Et donc je me disais, là il y a quelque chose, quoi. J'ai un espèce de télépathie, je ne comprends pas mot pour mot, mais quelque chose fait que je comprends, quoi. Ah bah, ça pouvait être les énergies, le 5e chakra notamment, qui est relié à la communication. La gorge. La gorge. Donc voilà, et d'autres expériences, voilà, tout fait sens en fait, ça donne un cadre théorique qui fait sens pour expliquer les choses qui n'étaient pas claires encore dans ma vie et qui m'étaient arrivées. Qu'on passe un moment au Mexique assez super, assez intense. Je rentre en France pour travailler et je me dis, je peux pas m'arrêter là. Là, c'est peut-être l'occasion de ma vie, c'est peut-être ce que j'ai cherché depuis que je suis tout petit. J'y suis arrivé. On a déjà commencé à nous parler dans le premier mois des obstacles dans le chemin spirituel et qu'en fait, il y a des obstacles qui vont nous empêcher d'avancer. Et plus on avancera sur le chemin spirituel, plus les obstacles seront forts et seront grands. Et plus il va falloir se dépasser et accepter des choses qu'on n'est normalement pas prêt à accepter pour pouvoir avancer plus loin. On nous a déjà dit ça. Ça, c'est très très fort. C'est un vrai conditionnement et puis un étiquetage aussi, comme on en parlait dans la série sur le coaching. C'est-à-dire que vous êtes des êtres qui ont une quête spirituelle, qui sont peut-être différents des autres. Vous avez des capacités peut-être différentes des autres. Et à ce titre, eh bien, effectivement, vous allez devoir vous confronter à un monde qui ne vous comprend pas forcément et qui va peut-être vous juger fou. Ouais. Et ça, on le retrouve très souvent dans les discours comme ça, spirituels, avec des grands maîtres qui vont vous expliquer pourquoi vous rencontrez des difficultés avec votre environnement et pourquoi il ne faut pas s'en préoccuper surtout, parce que c'est pas du tout grave, parce qu'il vaut mieux suivre la vérité vraie que de suivre le monde et son discours formaté que toi-même tu critiquais à l'époque.
Ouais, et on nous encourage pas du tout ni à nous séparer de nos amis, ni de notre famille. Au contraire, ils disent, faites votre vie. Ils disent, mais vous verrez que naturellement, avec le temps, en fait, c'est pas nous qui vous le demandons, c'est juste que vous allez voir que vos centres de priorité vont changer et vous allez vous sentir de moins en moins bien avec eux et eux de moins en moins bien avec vous. C'est juste naturel, quoi. Et qu'est-ce que t'en pensais, toi, à l'époque de ça, quand tu as entendu ça la première fois? Je trouvais que c'était assez vrai. Enfin, je le vivais déjà, même sans avoir été dans une école de yoga officielle et tout ça. Je voyais que moi, ça me faisait marrer de faire des expériences et d'être pieds nus. Ça choquait tout le monde. Ça me faisait marrer d'essayer différentes choses et que ça choquait assez rapidement les gens. Donc je me disais, bah oui, c'est pas aberrant. En fait, je le vis déjà un peu, en fait. Moi, j'avais pas du tout envie de me séparer de mes proches et de ma famille, mais je comprenais. Pour moi, c'était logique, quoi. D'accord. Donc tu repars en France pour gagner ta vie, en fait, c'est ça? Ouais. Pour travailler toujours dans le milieu hospitalier ou... Voilà, je faisais les remplacements, principalement les remplacements en institut psychiatrique. Et je continue à regarder quand même mes petites vidéos complotistes qui m'intriguent. Et puis je commence à regarder sur le yoga, l'histoire du yoga et tout ça. J'oscille entre la France et la Hongrie, Budapest, où je vis avec Adeline. Donc quand tu fais tes va-et-vient en Hongrie, tu continues à suivre des cours aussi de yoga Je continue à suivre ses cours à elle, notamment, parce qu'elle donne des cours toutes les semaines. Je commence à en donner un ou deux, parce que elle me dit que je comprends bien, j'apprends vite, etc. Et donc, je commence à donner un ou deux cours, ça me plaît beaucoup, je me sens à ma place. Et en 2013, je signe pour la formation de professeur de yoga à Agama. Me voilà donc parti pour aller au headquarter, le centre général d'Agama Yoga, qui se situe en Thaïlande, où Swami habite avec pas mal de profs avancés, et qui est le lieu pour former les professeurs. C'est le seul lieu au monde où on peut former les professeurs d'Agama. Ça, c'est quelque chose qui me donne envie, quoi. Je pense que j'aurai des réponses très fortes là-bas. J'arrive, je refais le premier mois. Le premier mois est inclus dans la formation de professeur de yoga, donc je le refais une deuxième fois. Et là, ce coup-ci, c'est Swami notamment qui donne les cours avec d'autres profs. Au début, je le trouve pas très impressionnant. Il est un peu grassouillé, il est pas très souriant. Et quand il se met à parler, il est impressionnant. Il est convaincant, il a l'air très humble. C'est pas le prof plein d'ego et tout ça. Il a l'air de connaître plein de choses, quoi. Il fait très connaisseur. Oui, il a beaucoup de culture. J'ai regardé des vidéos parce que moi, j'ai jamais assisté à ses cours, mais il a une grande culture à la fois de la gnose chrétienne et des traditions orientales, puisqu'il s'en revendique clairement d'une lignée des maîtres yogis, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté érudit un peu, qui donne cette impression-là quand on l'écoute. Ouais. Et puis, en même temps, assez relax, c'est-à-dire qu'il s'exprime avec des mots normaux. Il fait aussi de l'humour, etc., etc. Il est captivant. De toute façon, ça se voit dans les salles. Il est vraiment captivant. Donc, dans le premier mois, il y a un cours sur la sexualité tantrique où il explique assez vite que ça fait partie du tantra. On sait qu'il y a des gens que ça dérange, d'autres que ça dérange pas, que ça peut être un tabou dans plein de sociétés, aussi en Occident. Du coup, là, c'est un cours d'introduction. On va expliquer vraiment les bases. Et ensuite, si ça vous intéresse pas, vous entendrez plus parler. Parce que on ne veut pas qu'il y ait de pression sexuelle sur qui que ce soit. C'est principalement une école spirituelle, de toute façon. Et la partie sexuelle est liée à la spiritualité. Mais il y en a qui peuvent le comprendre et qui vont adorer. D'autres qui vont pas du tout vouloir. Et on respecte tout. Bon. Moi, je me sens un peu rassuré. Parce que ça m'avait un peu stressé, cette histoire de sexualité tantrique dans l'école. Je me demandais un peu où je mettais les pieds. C'est affiché sur leur site internet, ils s'en cachent pas du tout. Il y a des stages de sexualité tantrique et tout ça, je savais pas trop où j'allais. Oui, c'est clairement la grande école de yoga tantrique, voilà. Donc, Et une bonne partie des gens, peut-être 50% des gens qui arrivent chaque mois, c'est pour ça. Et 50% c'est pour le côté spirituel. Alors, j'avais pas si peur que ça parce que j'avais pratiqué, moi, en fait, avec Adeline, qui était professeure d'Agama Yoga et qui pratiquait le tantra sexuel, et ça m'avait apporté plein de choses. Ma sexualité s'était quand même transformée, où elle était beaucoup plus épanouie, beaucoup plus saine, il n'y avait plus de rapport de domination. Donc je m'imaginais que la résultante était positive de tous ces trucs-là. Mais n'empêche que bon, ça me faisait quand même bizarre. J'avais toujours mes réflexes un peu de voilà, qu'est-ce que c'est que cette école avec de la sexualité tantrique. Donc là, que directement ils disent non, c'est pas du tout obligatoire, c'est une option, etc. Ça, c'était rassurant. Et ce que je trouve, avec le recul, hyper fort, mais il nous dit dès le début, dans les premières fois où on le voit, parce qu'on a une école de sexualité tantrique, les gens comprennent pas. Et du coup, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs autour de l'école. Je préfère vous le dire maintenant, parce que vous les entendrez de toute façon. Vous en entendrez parler. Il y a des histoires farfelues. 90% sont complètement inventées et c'est n'importe quoi. Et 10% sont vraies, mais hors contexte. Et du coup, c'est partiellement vrai. Mais si vous connaissiez le contexte, alors vous verrez qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, restez pas avec ça. Venez nous demander. Venez demander à un prof plus avancé ou à moi directement. Et vous verrez, on vous répondra en toute transparence, quoi. C'est rassurant, d'un certain point de vue.
En fait, c'est rassurant et ça désamorce à l'avance. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, je me dis, s'il avait quoi que ce soit à se reprocher, il va pas commencer en nous disant, attention, il y a des rumeurs cheloues sur mon école, quoi. Donc, toi, tu en avais entendu parler de ces rumeurs avant d'y aller ? Non. Adeline m'avait dit qu'il y avait des gens qui crachaient sur cette école-là parce qu'ils comprenaient pas les enjeux et les tenants et les aboutissants. Mais non, à ce moment-là, moi, avec ma manière de gérer ma vie, j'ai pas fait des heures de recherche derrière en regardant s'il y avait des problèmes. Tu regardais plutôt des vidéos conspi que d'aller chercher des détails sur l'école dans laquelle tu allais. C'est ça. D'accord. De toute façon, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la spiritualité. La partie sexualité tantrique m'intéressait pas. Je la pratiquais déjà avec Adeline et ça m'allait très bien. Bon, j'y pense pas trop. Le Teacher Training Course, la formation de professeur de yoga continu, c'est assez incroyable. On est 24 dans la formation. Mois après mois, c'est hyper intense. On a les mêmes journées intenses avec 4 heures de pratique et 2 à 4 heures de théorie, plus 1 heure de méditation tous les soirs. Donc on est... c'est hyper intense. C'est hyper intense, quoi. Et j'adore ça. J'ai l'impression que là, je commence à mieux ressentir mes énergies. J'arrive mieux aux postures, évidemment. Jour après jour, ça fonctionne de mieux en mieux. Donc c'est agréable. Et je suis encore là en mode découverte. C'est-à-dire que c'est hyper excitant, c'est hyper cool, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire, je me dis, c'est une hypothèse. Ça me paraît pas mal, mais on va voir. C'est amusant que tu dis ça parce qu'avec toute l'histoire qu'on connaît déjà de toi à ce moment-là, on se dit, bon, bah voilà, t'es déjà embarqué, quoi. Ça y est, t'es convaincu. Mais non, tu gardes un esprit sceptique, quelque part, un sens critique sur ce qui t'arrive et tu laisses une chance aux choses, mais tu es prêt à ce que ce soit faux. Bah, c'est surtout que moi, j'ai envie que ce soit ma vie entière, en fait, qui soit basée là-dessus et sur la recherche. Si je me base sur quelque chose qui s'avère être faux, j'aurais perdu mon temps. J'aurais perdu ma vie. D'accord. C'est important pour moi de savoir. D'accord. Et j'ai la chance de pas venir parce que je vais pas bien mentalement ou physiquement ou socialement. Oui, c'est un projet personnel. Ouais, j'ai moins d'enjeux ou d'attaches que certains de mes collègues qui sont là et qui sont en souffrance, quoi, je vois bien. Et qui, eux, s'y accrochent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et ça fait des effets positifs à court terme sur eux, que je peux voir. Mais non, moi, je suis plus à expérimenter. Par contre, pour l'instant, ce que j'expérimente, ça fonctionne. Donc, ça me donne envie de dire, on va aller plus loin, quoi. Ça fonctionne, c'est-à-dire ? Eh ben, je sens de plus en plus mes énergies. Je sens les différents chakras de plus en plus clairement. Bon, je suis plus souple et tout ça, mais ça, à la limite, je m'en fous un peu. Je commence à arriver à visualiser les choses les yeux fermés alors que j'y arrivais pas du tout avant. Comme si tu projetais ta pensée ? Dans l'exercice pour le 6e chakra, pour le Ajna, c'est le centre du front. Le 3e œil. Qui est souvent mal placé d'ailleurs. Il est vraiment au milieu du front. Bref. Il n'est pas entre les deux yeux ? Non, il n'est pas entre les deux yeux. C'est un chakra secondaire, ça. Ah, d'accord, ok. Ouais. Oui, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Non, attention. Je savais pas qu'il y avait des chakras secondaires. Ah mais si, il y a plein de chakras secondaires. D'accord. L'idée des chakras, c'est une anatomie mais énergétique, pas physique. Et dans l'anatomie énergétique, c'est une entrée ou une sortie d'énergie. C'est pas un truc qui bouge. Et il y a toute une anatomie avec des gros chakras, des petits chakras, et puis les fils, les nadis, ce qu'on appelle, c'est tous les petits fils qui sont comme des nerfs, mais pour les énergies qui passent partout. D'accord. Et donc, pour travailler le 6e chakra, qui est la représentation mentale et la capacité à projeter le mental, etc., on ferme les yeux et on essaie de revisualiser une balle de ping-pong, par exemple, devant nous. Et quand on y arrive, voilà, on a gagné du pouvoir sur ce 6e chakra. Et donc, ça, c'est des séances d'entraînement où vous visualisez ça pendant des heures. C'est ça. Ouais. C'est une des plus terribles. La plupart des gens n'y arrivent pas et maudissent cet exercice. Shambhavi Mudra, ça s'appelait là-bas. Après, c'est un nom, pour le coup, inventé par Agama. Mais ça fait mieux en indien, ça fait mieux en sanskrit. En fait, non, la technique existe vraiment, Shambhavi Mudra, mais elle est beaucoup plus métaphysique que celle-là. Et là, c'est la technique d'initiation à Shambhavi Mudra, voilà, pour être plus précis. Mais surtout, je vois en fait au fur et à mesure de l'entraînement, là, pour être prof, qu'on se met tous à rayonner, quoi. Les gens vont mieux, ils ont l'air plus beaux, plus belles. Il y a quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas exactement dire, c'est vrai, maintenant, avec le recul des faits, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression vraiment que clairement, on voit une différence sur les photos en 3 mois et puis sur nous-mêmes, qui on est, comment on voit les choses, notre clarté d'esprit. On s'est purifié aussi. Est-ce que dans le yoga, il y a toute une partie de on va augmenter nos énergies et il y a toute une partie de on va purifier les nadis et du coup, l'énergie circule mieux. Ouais. C'est les deux facettes du travail sur soi pour un yogi. Mais je crois qu'un tel cadre de vie, en plus du fait que vous êtes sur une île paradisiaque, il faut quand même le préciser, au large de la Thaïlande, c'est pas rien. Il y a une exaltation, en fait, avec à la fois ce mode de vie extrêmement codifié, avec des horaires très précis, avec un enseignement, etc., où vous êtes quand même maintenu dans un cadre très figé, on va dire. Et en même temps, l'idée que ce cadre-là, si vous le respectez bien au millimètre, etc., vous allez atteindre quelque chose d'exceptionnel.
Je crois que l'exaltation, ça porte énormément, psychologiquement, mais physiquement aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des choses différemment, et puis faire du sport toute la journée, etc., etc. Et puis partager ces moments forts dans un groupe, il y a une synergie, j'imagine, que tu as pu vivre avec ces personnes engagées comme toi, quoi. Il y a ça, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de soirée. En fait, on est dans une île où il y a des grosses soirées qui se font, mais à quelques kilomètres de là, qui n'ont rien à voir avec les yogis. Dans la partie où il y a toutes les écoles de yoga, c'est très calme le soir, donc on se couche tôt. Tout le monde mange végétarien, plutôt équilibré et léger. On fume pas, on boit pas d'alcool. Donc il y a quand même tout ça qui, au bout de 3 mois, oui. ça fait un effet sur le corps. Ça peut faire du bien. Ça, les médecins le disent aussi. Mais effectivement, tout ça m'amène à me dire, ok, là, il se passe quelque chose. Je suis pas encore certain que ça fonctionne, parce que j'ai pas vu d'éléments qui, moi, me prouvent par A plus B que toutes ces histoires de chakras, de yin-yang et tout ça, ça existe, ça fonctionne. Mais ça va dans le bon sens quand même. Ça va dans un sens où je vois les effets globalement et je me dis ça vaut le coup d'essayer encore plus, quoi. Ça vaut le coup d'aller voir un peu plus loin. Et justement, dans ce système de formation, il y a des niveaux de progression. Et j'ai vu, parce que tu as tenu un blog, que tu avais acquis un certain nombre d'écharpes de couleurs en fonction de ton niveau de prof du yoga à Gamma. En 2013, moi, quand je suis arrivé dans l'école, il y avait effectivement un système qui était là depuis quelques années seulement. Et en discutant avec les anciens élèves, ils disaient, mais en fait, quand on a commencé l'école, il y avait l'équivalent des 3 premiers mois de l'école, et puis basta. Après, chacun pratiquait de son côté. Et puis, au fur et à mesure, il a rajouté des mois, il a rajouté des niveaux, puis après, il s'est mis à rajouter des écharpes, et puis des... Tiens. Et ça allait jusqu'au 24e mois, et il avait rajouté d'autres niveaux alternatifs, une petite douzaine qui allait après les 24. Et il y avait les niveaux pour les étudiants avancés, où ils étaient que avec Swami, en petits groupes, une fois qu'ils avaient tout fait. Donc, en fait, ça ne s'arrêtait pas. Le cursus se rallongeait année après année. Et un des objectifs, et qui avait été explicitement dit, c'était une excuse pour faire ramener les étudiants à l'école. Et son explication, évidemment, était parce que les gens tout seuls sont pas assez motivés pour avancer et progressent moins vite. Moi, je suis leur maître, je veux les faire progresser plus vite, donc j'ai tout intérêt à les ramener à l'école, quoi. Oui, donc vu de l'extérieur, ça paraît raisonnable, quelque part, parce qu'il l'explique, il l'assume. Et en même temps, quand on regarde avec du recul, moi, ça me rappelle beaucoup la scientologie et comment, au départ, Ron Hubbard avait créé une échelle, pareille, de progression, où il fallait payer à chaque fois, il fallait revenir à chaque fois, etc. D'ailleurs, toujours d'actualité, hein. Et puis, au bout d'un moment, quand les gens étaient arrivés au top du top et qu'ils n'avaient rien vécu d'extraordinaire, et comme par hasard, il a dit « Ah oui, mais il y a une nouvelle communication, là, je suis en train d'élaborer de nouveaux échelons. » Et donc, il y a eu des étapes supplémentaires qui ont été créées en cours de route. Parce que voilà, les gens étaient arrivés au bout et qu'il fallait bien les maintenir dans le circuit. Et quand je discutais avec les profs avancés de l'école, ils m'expliquaient que samadhi, donc l'illumination, ce n'était pas la fin du parcours, mais c'était que le tout début. Et qu'en fait, il y a 972 pétales de souvenirs sur le 7e chakra. Il y a 972 manières d'atteindre l'illumination, en fait. En plus. On a le développement vertical jusqu'à l'illumination, puis après horizontal où on étend dans l'illumination. Donc en fait, c'est sans fin. C'est comme des pétales de lotus. Tout à fait, exactement. C'est joli. Donc tu avais une écharpe de quelle couleur ? Rouge. C'était la première écharpe rouge après 3 mois. Donc j'avais envie de continuer. Et il s'est passé 2-3 choses très étonnantes pendant cette formation qui m'ont vraiment bouleversé. La première, c'était une amie à moi, avec qui je faisais le TTC, on appelait ça le Teacher Training Course, qui était mariée. Donc elle était sur l'île avec son mari et elle avait un problème, une sclérose en plaques. On discute, et elle me dit, je suis intéressé quand même par le tantra sexuel. Là. J'irais bien voir Swami. Bon, moi je suis un peu, je dis quand même, c'est le maître, t'es sûr, c'est... Bon, t'as pas peur ? Non. C'est-à-dire, elle veut aller le voir pour avoir une expérience de tantra avec lui. Voilà, pour avoir du tantra sexuel avec lui. Je savais pas quand est-ce qu'elle allait y aller. Et un matin, je la vois, elle rayonne de partout, quoi. Un gros sourire énorme. Elle me dit, elle rigole, quoi. Elle me dit, j'ai été voir Swami. Et j'ai eu 15 ou 20 orgasmes dans la nuit. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est incroyable. C'est ouf, quoi. Ce truc-là, c'est ouf. Je dis, ok, du coup, ça marche, quoi. A priori, ce qu'il raconte... ça fonctionne. Et quelques semaines plus tard, quand même, elle me dit je comprends pourquoi les gens disent que ça fait bizarre et pourquoi il y a des rumeurs dans cette école-là. C'est que moi, je suis marié et j'aime mon mec, et lui, il comprend, elle en avait parlé. Hein. Mais quand même, c'est très bizarre la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Et si j'avais pas été marié, je crois que c'était tellement intense ce qui s'est passé avec Swami que j'aurais été complètement déboussolé, en fait, de pas sortir avec lui après ou de pas pouvoir rester avec lui et que ce soit juste une expérience comme ça. Et d'être rejeté ensuite dans la nature avec ce qui s'est passé, j'aurais été vraiment perdu. Je me dis bon. Oui, il y a clairement une empreinte très forte
pour ne pas dire une emprise, de la part de ce maître spirituel sur ses élèves. Ouais. Et encore plus, bien sûr, dans une intimité forte par le tantra. Et d'autant que 2 fois pendant la formation de prof, on le voit, à la fin du 1er mois, à la fin du 3e mois. Et au mec, il dit tout un tas de trucs différents. On a tous un chakra principal. Premier chakra, c'est la survie. Le 2e chakra, c'est le plaisir. C'est l'essentiel des humains sur cette terre aujourd'hui. Ils voient la vie sur le plaisir, surtout les occidentaux. 3e chakra, c'est la force, le pouvoir, etc. Bon voilà, je te les fais pas tous. Et du coup, en fonction de ton chakra principal, je mets des guillemets, Attribué à chacun. Swami le voit. Nous, on peut le sentir, mais Swami, lui, il les voit. D'accord. À équilibrer, est-ce que c'est ton chakra aussi, est-ce qu'il est yin, donc plutôt à recevoir, ou yang, à émettre? Il faut que ce soit équilibré, ces deux-là. Donc, il va te dire quelle position pour avoir ce chakra-là, plutôt yin ou plutôt yang, etc., te rééquilibrer. Et te faire avancer dans ton chemin spirituel, surtout, c'est l'intérêt premier. Et les femmes, quasiment sans exception, il leur dit, il faut que tu fasses plus l'amour. Il faut que tu aies plus d'amants, t'es bloqué. De toute façon, notre société est taboue sur la sexualité, donc tu fais pas assez l'amour, comme la plupart des gens. Il faut que tu fasses plus l'amour. Mais il dit pas ça aux mecs, il dit ça qu'aux femmes. On en rigolait à l'époque. Hein. C'est vrai que ça aurait pu me faire tiquer déjà. Hein. Alors moi, justement, ce que j'ai lu dans la presse, c'est que Swami, apparemment, dit que l'éveil des hommes arriverait par le samadhi, c'est-à-dire la conscience méditative, ce dont tu fais l'expérience par les exercices de yoga, par exemple, et que l'éveil des femmes, lui, arriverait par la sexualité. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est pas ce qui est dit dans l'école, en tout cas. Dans la théorie de l'école, c'est que les hommes et les femmes peuvent tout à fait atteindre l'illumination par samadhi, donc la méditation profonde, ou par la sexualité. Justement, dans ce discours, c'est important de ne pas faire la confusion entre Shiva homme et Shakti femme. C'est pas ça. Shiva, c'est le principe pur méditatif qui s'atteint avec samadhi. Et Shakti, c'est la puissance de réalisation, d'action, etc., qui s'atteint notamment avec la sexualité, mais aussi avec le travail, aussi avec gagner de l'argent, avec tout un tas de choses, en fait, de tout ce qui est dans le matériel. Et que Shiva et Shakti peuvent être atteints par les hommes et par les femmes de la même manière. Sauf qu'apparemment, il encourageait plutôt les femmes à aller vers Shakti qu'autre chose. Tout à fait. Entre le discours théorique dans l'école et ce qu'il dit, qui était, en tout cas les premiers mois, plutôt féministe, plutôt progressiste. Et justement, dans son enseignement, ce qui me plaisait énormément sur la sexualité, c'était aujourd'hui, la sexualité, c'est une sexualité minute, 5 à 7 minutes en moyenne pour avoir un orgasme, et que du coup, la sexualité, elle est faite par les hommes pour les hommes. Et que les femmes se retrouvent un peu à être utilisées, en gros. Et que dans la sexualité tantrique, il y a vraiment une idée d'échange, et rien que le fait de supprimer l'éjaculation pour les hommes, ça supprime le but à définir. Donc les hommes finissent par se poser et dire, mais en fait, on va profiter du temps qu'on a ensemble, et pas moi éjaculer et toi avoir un orgasme le plus vite possible, parce que c'est une compétition et une question de réussite. Oui, c'est un discours plutôt séduisant, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité que beaucoup de femmes subissent en quelque sorte une sexualité qui serait menée par les hommes suivant des canons qu'on voit aussi très clairement dans la pornographie et dans les films tout simplement mainstream, tout à fait classiques, et on en discutait d'ailleurs dans une émission précédente sur la sexualité. C'est une réalité. Mais c'est vrai que la particularité du tantra, est-ce que ça apporte quand on pratique, c'est vraiment cette idée du dialogue, c'est-à-dire que on va se consulter, on va s'observer, on va se regarder, on va s'écouter. Et ça, effectivement, dans une première approche, on peut se dire que oui, ça crée une égalité entre les hommes et les femmes, qu'on va être à l'écoute du plaisir de chacun, et que forcément, comme tu le disais, ça peut amener à un meilleur épanouissement de sa vie sexuelle. Oui, et je le voyais moi concrètement. C'est-à-dire que j'avais pas mal d'amis dans l'école. Et les amis femmes et hommes, en quelques mois et quelques années après, je les voyais se transformer, notamment là-dessus. De dire, avant, sexualité, ça m'intéressait pas, ou je pensais que j'aimais pas. Et en fait, si, quand c'est fait avec respect, avec communication, etc., ça devient hyper cool, en fait. Et on peut discuter de plein de trucs qu'on n'avait jamais osé discuter avant. Il n'y a pas de tabou, il y a juste du respect et des limites qui évoluent au fur et à mesure des années, selon ce que les gens ont envie ou pas d'essayer. Et je trouvais ça hyper sain, en fait. Même dans les squats, il y avait déjà quelque chose de l'ordre de la liberté sexuelle, etc., mais il y avait un côté un peu agressif. Tu sais, il y a de nouvelles normes qu'on va mettre en place. Et là, c'était un truc où il y avait clairement, pour moi, en tout cas de ma vision, quelque chose de féministe. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes ici, et on va discuter ensemble, et on va essayer de faire ça harmonieusement, quoi. Et en plus, ça nous permettait de développer spirituellement pour atteindre un niveau de conscience élevé. Alors là, c'était bonus. Double effet qui se coule. Donc j'étais vraiment dans un endroit où je me disais, on est safe sur le plan sexuel. On est plus safe que moi j'ai été au collège, au lycée, ou que ce soit dans les insultes, que ce soit dans les essais catastrophiques, parce qu'on nous a jamais formés à ce que c'est que la sexualité. On finit par des trucs un peu traumatisants. Et il n'y avait a priori pas de pression dans l'école.
Les gens s'accostaient, comme dans toute société, pour sortir ensemble, mais il n'y avait pas, de ce que moi je voyais et de ce que mes copines et mes copains me rapportaient, il n'y avait pas de pression. Ce qu'il y avait, et ça c'était plus perturbant, c'est que Swami non seulement conseillait aux femmes d'avoir les amants, mais régulièrement se proposait lui-même comme amant. Et que les femmes disent oui ou non, ça n'avait pas d'impact sur leur parcours. C'est ce que je croyais. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'à la fin de mon teacher training course, j'avais une amie, on s'entendait bien, mais sans se connaître beaucoup plus que ça. Et juste après mon TTC, je fais une formation de massage thaïlandais pour pouvoir devenir masseur et professeur de yoga. Toujours en Thaïlande. Toujours en Thaïlande, juste à côté de l'école de yoga. Et à la fin de ces 60 heures d'entraînement là, pour être masseur thaïlandais débutant, il fallait que je pratique. Donc je propose librement à mes collègues qui veut un massage thaï. Ouais. Donc cette femme accepte, j'arrive chez elle, je commence à la masser. Et elle commence à me parler, à me dire « Ouais, je suis dans un état un peu étonnant. Je sais pas à qui en parler. » Moi, j'étais en train de la masser, je dis « Écoute, on se connaît un peu. Tu fais ce que tu veux, mais si tu veux m'en parler, moi, il n'y a pas de problème. » Elle me dit « J'ai trouvé un lover. » Les lovers, parce qu'il y a toute une définition, ça veut dire un amant, mais avec qui on fait du sexualité tantrique. J'ai trouvé un lover sur l'île, mais il voudrait que je devienne sa petite amie officielle. Et j'aimerais bien, mais c'est un peu de stress. Elle me dit oui, parce que j'ai peur d'être jalouse, parce que je suis pas la seule. Il a une autre femme, parce que la polygamie était dans les trucs possibles là-bas. Voire encourager, si on comprend bien entre les lignes. Voire encourager, vu qu'il demande d'avoir plusieurs amants. Mais elle me dit, il a quand même une autre femme, et du coup, j'ai peur d'être un peu jalouse. Je dis, ah bon, mais c'est qui? Et là, elle me dit, Swami. Et là, je bug complètement. Il est de notoriété publique dans l'école que Swami couche avec 30 à 60 femmes par mois. Mais c'est dit, les femmes le disent, ma copine m'en avait parlé, ça fait partie de l'école. Il y a une initiation que tu peux faire ou pas, tu peux faire juste entre débutants, mais c'est plus dur. Et si tu veux, tu es encouragé à aller voir les profs avancés, femmes et hommes, pour apprendre la sexualité tantrique. C'est dit partout. Swami, on sait qu'il était en couple avec Maha, qui est la deuxième maître de l'école. Ouais, son bras droit en quelque sorte. Son bras droit. Mais que bon, voilà, maintenant il a surtout les amants et il la voit plus beaucoup. Et donc, je tombe des nues complètement. Et j'aurais dû tiquer. Bon, c'est avec le recul que je me rends compte. Elle était complètement paumée, en fait. Il se trouve que cette personne-là est restée un temps avec Swami. Il lui a payé les billets d'avion aller-retour pour aller voir sa famille et revenir. Elle a eu un poste de directeur-manager dans l'école pendant 2 ans. Elle s'est épuisée à fond dans l'école. Et quand je suis revenu 2 ans après, elle était au bout. Elle est partie, elle était usée, quoi. Je pense à ça parce que quand je disais ça n'a pas d'effet qu'ils disent oui ou non les femmes à Swami, si, ça en a un évidemment. Elle n'aurait pas eu tout ça, et les bons points et les points horribles, si elle n'avait pas dit oui, quoi. Oui. On reviendra sur l'exploitation des personnes, parce que si elle était usée, c'est qu'elle était utilisée jusqu'à la corde, et on abordera ça un peu plus tard. Il y avait aussi une autre collègue qui était très stressée, très angoissée. Et quand je discutais un peu avec elle, en fait, elle n'avait jamais eu d'orgasme parce qu'elle était frigide de ses propres mots. Et elle avait essayé avec plusieurs profs de l'école, ça ne marchait pas. Et il y avait une personne avec qui ça marchait, avec qui elle avait des orgasmes, c'était Swami. Donc là, moi, je me dis, incroyable cette histoire, quoi. Là, il y a... Bon. D'ailleurs, ils s'en vantent dans des vidéos et dans des bandes-son qu'on peut retrouver sur Internet, et dont je mettrai le lien aussi dans les ressources sur le site metachoc.fr. Ils se vantent d'avoir offert leur premier orgasme à au moins 100 femmes dans sa carrière de sex doctor. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il s'en vante, mais pendant la formation de prof, on le trouvait très humble pour un maître. T'imagines, c'est un grand maître de yoga qu'on a en face de nous. On parle avec lui et en fait, c'est ma responsable de la formation qui, en soirée, en discutant, me dit « Mais en fait, tu sais que Swami, l'air de rien, il s'en vante pas, mais il a atteint l'illumination plusieurs fois, il est incroyable. » Et elle, je l'ai appris après, était assez jeune en fait dans l'école. Elle était encore les yeux pleins de pétillants. Mais moi, à ce moment-là, c'est ma référente. Donc, quelqu'un qui me dit ça, donc je me dis, ok, il est humble et en plus, il est extrêmement fort et puissant en tant que yogi. Et en plus, il a ce truc-là à côté que moi, je pratique dans mon coin avec ma petite copine, mais qui apparemment fonctionne bien. Et du coup, si ça fonctionne comme il le dit et qu'il arrive à mettre des orgasmes, ça doit soigner. Parce qu'il y avait une idée de soin derrière. Tout à fait. Et je crois que là, dans cette histoire, ce qu'il faut bien comprendre pour situer le cadre, c'est que c'est un maître spirituel. C'est un demi-dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau, j'allais dire que tout le monde convoite, mais même pas, qui paraît inatteignable. C'est une personne
exceptionnel, incarné sur Terre, qui vient nous donner un enseignement divin. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui n'est pas juste, voilà, c'est quelqu'un qui sait, qui maîtrise son art, qui peut me soigner si j'ai des problèmes, qui est à l'écoute, etc. Il y a une adoration, en fait, pour ce type de personnage. Tout à fait. Et moi, je commençais à l'avoir de plus en plus avec lui. De dire, il sait tellement de choses et il m'a apporté tellement de choses que je lui suis redevable. Et j'étais prêt de plus en plus à faire beaucoup de choses pour lui en tant que bénévole, volontairement. Mais j'étais prêt à m'engager comme je m'étais encore rarement engagé, quoi. Et à la fin du teacher training, on pouvait faire un rite de passage pour les hommes, d'ailleurs. Il y avait un autre rite pour les femmes qui n'était pas le même, parce que c'était très sexué et différencié entre l'énergie divine, féminine et masculine. C'était contradictoire, ça, d'ailleurs, parce que dès le début, on nous expliquait que Shakti et Shiva, ça représentait pas du tout féminin et masculin. Et en fait, sur pas mal de choses derrière, on s'appuyait quand même énormément sur Shakti pour dire c'est les femmes et Shiva pour dire c'est les hommes. Donc, et oui. Il y avait quand même, au final, extrêmement... Étrange. Ça, je tiquais un peu, mais bon. On nous propose une formation, rite de passage pour devenir des vrais hommes, et puis des adolescents, etc. Donc bon, je dis, allez, on y va, quoi. C'était 7 jours de jeûne à l'eau. Moi, j'avais eu l'entraînement, je l'avais déjà fait une fois, donc j'y vais. Avec des pratiques de yoga assez fortes. Et à la fin de la semaine, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, vous avez un nom spirituel donné par Swami. Qui va dire non ? Les 3/4 l'ont pris. Les gens les plus investis dans l'école et qui voulaient rester dans l'école, c'est un honneur, en fait. Donc moi, j'avais déjà eu un nom spirituel en Kundalini Yoga qu'on avait choisi, c'était beaucoup plus léger. C'était sur un site internet, selon l'astrologie, notre date de naissance. D'accord. Donc je m'appelais Parmit à l'époque. Et j'ai été appelé Parmit en Hongrie des années. Dans les squats, je m'étais appelé Serge parce que ça me faisait rigoler et que les gens m'avaient dit, vas-y, change ton nom pour rigoler. Mais là, ça n'avait pas du tout la même valeur. Là, quand j'ai reçu à la soirée d'initiation et j'ouvre et je vois Kubera, waouh! Ah, c'était fort, là. C'était vraiment... C'était quelque chose d'hyper sacré, quoi. Puis c'est vrai que ça change quelque chose. On t'appelle pas pareil, c'est différent. C'est surtout que c'est un nom qui est donné aux initiés. Donc déjà, rien que ça veut dire que tu as atteint un certain niveau. Donc symboliquement, c'est fort. Et un des grands profs là, de l'école, c'était Muktananda. Il y avait d'autres Mahananda. Et le Ananda, ça veut dire qu'on a déjà vécu l'illumination au moins une fois. Donc moi, je m'appelais Kubera, mais peut-être un jour, je m'appellerai Kuberananda. Et oui. Peut-être. C'est la voie vers la grandeur. En plus, comme je faisais partie des bons élèves, que j'étais très inspiré, que ça se voyait, que j'étais à fond dans le truc et que j'adorais, on m'a proposé directement après la formation d'être prof dans l'école, ce qui était assez rare parce qu'il y avait beaucoup de profs formés. Donc, dans les autres écoles, les succursales, là, on pouvait facilement être prof, pas payé souvent. Et là, on pouvait être prof. Et qu'à faire. Allez, ouais. Et à l'époque, on était payé une misère. Attention, c'était vraiment, ça devait être 1 euro de l'heure ou 50 centimes de l'heure. Mais c'était pas rien. Donc, pour un prof, et tu ne payes pas ta formation. Et en plus de ça, voilà, tu as accès gratuitement aux enseignements du maître. C'est ça, exactement. Donc, hyper valide. Et comment tu as vécu cette montée d'échelon ? C'est quelque chose qui te motivait ? Tu te disais que c'était vraiment super d'avoir accès de plus en plus, justement, dans cette logique ésotérique, à des initiations, à des enseignements ? Alors, à ce moment-là, j'en avais tellement pris plein la face. J'avais eu des résultats dans les méditations du soir, là, profondes, quand même, un état de paisibilité comme je n'avais jamais eu, des états de conscience assez forts, que j'étais déjà arrivé vachement haut pour moi. J'avais pas cette ambition-là à ce moment-là, mais je voyais bien que dans ma tête, à un moment donné, j'aurais envie d'aller plus loin, et surtout que j'étais hyper reconnaissant envers l'école, et je voyais le bien que l'école faisait à tous les gens autour de moi, globalement. J'avais envie de m'investir dans l'école, et j'avais envie de monter pour rendre service aussi à l'école. Il y avait ça. Et oui, truc de rendre ce qu'on t'a donné. Ouais. Mais à ce moment-là, on nous propose une offre dans une école de yoga au Nicaragua avec Adeline et des copains qui étaient les responsables même de l'école de Mazunte. Donc là, je dis à Adeline, moi j'aimerais bien continuer dans l'école à Agama. Elle me dit, mais attends, là tu vas pouvoir travailler. T'auras moi et 2 profs hyper avancés de l'école qui ont fini tous les cursus, les 24 mois depuis longtemps. Donc ils pourront continuer ta formation. C'était tout gagnant, quoi. Donc me voilà parti, je reprends le train vers Bangkok. 6 heures avant mon avion, je reçois un mail des amis qui s'installaient au Nicaragua nous disant que tout est annulé. 6 heures avant. Déception. Grosse déception. Je suis parti de l'école, je suis à 1 journée et demie de l'école, j'ai plus d'argent. J'ai un billet d'avion, heureusement, qui me faisait passer par Paris, et de Paris, je repartais 1 semaine après au Nicaragua. Donc j'arrive à Paris, j'ai plus d'argent, j'ai pas de lieu pour vivre, donc je retourne chez ma mère. Et je commence à m'installer comme masseur bien-être, vu que j'ai mon diplôme à formation de masseur thaïlandais, et professeur de yoga dans une salle de sport. Alors justement,
Tu habites chez ta mère. Elle en pense quoi, ta mère, de tout ça? Parce que c'est quand même... même si elle t'a soutenue jusque-là, beaucoup d'élucubrations, beaucoup de vie dans des ashrams ou une école un peu étrange. Tu lui en parles de ça? Du yoga, du tantra, de tes expériences? Mais oui, vu que je me suis toujours très bien entendu avec elle, je lui livre assez complètement ce qui s'est passé dans l'école. Et pour la première fois de ma vie, je la vois tiquer. Je la vois vraiment tiquer, elle sourit plus. Et elle me regarde et elle me dit, mais fais gaffe quand même là. Là quand même, ça ressemble vraiment à une secte que tu me racontes, quoi. Ah ouais. Alors là, c'est un peu le coup de... Moi, je suis sur mon nuage, je suis hyper bien, je viens d'apprendre des trucs extraordinaires, tout va bien et j'adore cette école et j'ai vraiment envie d'y retourner. Et ça me choque, mais je suis un peu déçu. Je me dis, ah mince, ma mère, jusqu'ici, a toujours été une super pote et une super maman. Là, c'est ses limites, quoi. Elle n'arrive pas à voir la grandeur de là où je suis, donc je vais plus pouvoir trop lui partager sur cette école-là. Donc je me ferme un peu à elle, et par la suite, je lui partagerai moins de trucs sur mon parcours de yogi, parce que j'ai l'impression qu'elle peut pas comprendre à ce moment-là. Et oui, c'est la fameuse prophétie du l'environnement, l'entourage ne vous comprendra pas forcément. C'est ça. Après, elle a eu l'intelligence de pas trop insister, et du coup, on est resté en très bons termes. Mais ouais, à ce moment-là, je me dis juste, c'est impossible à 100% que ce soit une secte là-bas, impossible. Donc, c'est qu'elle comprend pas parce qu'elle a des peurs, parce qu'elle y est pas allée, quoi. Ma relation est un peu difficile et conflictuelle avec Adeline, et du coup, on décide de se séparer. Pendant que je fais mes massages, je commence à avoir des expériences troublantes, où j'ai l'impression de voir et de visualiser ce que pensent les gens. Et quand je leur dis, ils s'effondrent en sanglots, parce que j'ai visé juste. Avant, j'aurais dit chance ou je sais pas. Et là, je sais, c'est mon 5e chakra, le chakra de la gorge, qui est relié à l'espace et au temps, mais qui est aussi relié à la communication directement par les pensées. Je me dis, voilà, j'ai développé avec ma pratique, surtout que dans mes chakras principaux, si tu veux savoir, c'est toujours intéressant. C'était quand même le 2e chakra, beaucoup de plaisir et du coup assez peu d'ego. C'était assez mal vu, le 2e chakra. Donc c'est le chakra sexuel? C'est le chakra sexuel, mais c'est le chakra de l'eau, c'est le chakra du... Tu suis le courant, quoi. C'est les moutons. Chakra mouton. Oh, c'était terrible. Alors, mais pour un futur grand maître. Attends, c'est pas fini. Parce qu'il y a aussi des chakras secondaires. Des fois, tu peux avoir 2 chakras activés. C'est comme les ascendants. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais un peu de chakra du cœur. C'est pour ça que j'avais fait la médecine et tout ça. C'est parce que j'aime les gens. Et j'avais aussi un peu de chakra du 5e chakra. Et ça, c'est rare. C'est très rare. La communication. La communication, mais aussi le lien avec l'espace et le temps, avec les akashas, les annales akashiques. Toute la mémoire du passé, du présent, du futur accessible. Bon, moi, j'y arrivais pas, mais parce que j'étais débutant. Mais à terme, c'était possible, je dis. À partir du moment où on montait au-dessus du 3e chakra, on devenait extraordinaire. D'accord. Jésus, c'est le 4e chakra. Après, ça monte, quoi. Alors là, t'étais au-dessus de Jésus? Alors non, parce que, t'avais un tout petit peu, mais c'est à 0,5% ouvert, quoi. Quand t'es à 100% ouvert, c'est Jésus. Ça, c'est quand même rare. Donc, je me dis, voilà, c'est mon 5e chakra qui est effectivement un peu activé. C'est pour ça que j'arrive à voir et à viser juste. Je commençais à le faire de plus en plus régulièrement. En fait, quand je tombais pas juste, on oubliait la personne et moi. Et quand je tombais juste, c'est frappant. C'est frappant. Ça me faisait une pub forte quand même. Non seulement il masse très bien, mais c'est pas que ça. En plus, il a des dons, quoi. Donc je continue, notamment avec mes amis yogis qui habitent en Normandie. Et je leur parle un peu d'astrologie. J'avais eu des initiations à l'astrologie qui m'avaient beaucoup plu là-bas. J'avais fait mon thème qui avait duré 3h30 avec un des profs d'Agama. Et là, mon ami me dit, mais attends, moi j'ai Jackie, un spécialiste qui fait de l'astrologie depuis 30 ans. Va le voir, lui, ça dure 5 jours. Ah oui. J'y vais. C'était l'astrologie de l'âme. J'ai encore les 40 heures d'enregistrement où il me parle de tout avec une précision redoutable. Et il m'explique que je suis un enfant d'exception, un enfant cristal ou émeraude, je me souviens plus exactement. Que dans ma vie d'avant, j'étais un magicien qui a joué avec le feu et qui a fait des conneries. C'est pour ça que j'ai envie d'aller vers la magie, mais que j'ai peur aussi des forces occultes et que je n'y vais pas à fond. Il me dit que je vais avoir de gros problèmes avec Adeline. En fait, j'étais allé juste avant de rompre avec elle. Ouais. Et il me dit que je me remettrai avec elle ou avec une autre personne. Ah, et, tout est ouvert. Voilà, en automne, il me dit. Et il me dit que j'aurai jamais d'enfant. Et novembre 2013, je rencontre ma femme à 26 ans. On vit ensemble, ça se passe très bien. Elle n'est pas du tout ésotérique et tout ça. Non ? Non, pas du tout. Elle est devenue prof à 21 ans, donc elle a toujours été hyper stable. Mais elle rêve de voyager, notamment avec moi. L'année suivante, je me mets au chômage et j'essaie de monter mon histoire de massage, bien-être et prof de yoga. Ça fonctionne un petit peu, mais pas assez pour en vivre. Et je rumine ces histoires d'Agama. Et à 28 ans, donc 2 ans après être rentré, je me dis, il faut que j'y retourne. J'y vais. Je retourne en Thaïlande. Et là, c'est la désillusion. Ah, qu'est-ce qui se passe ?
Déjà, au niveau de l'ego, pendant 2 ans, j'ai continué à enseigner à Agama à fond. Je trouvais ça génial. Quand j'arrive dans l'école, je suis complètement ignoré. Les gens me reconnaissent quasiment plus. Ils s'en foutent complètement de moi. Je suis parti, j'étais l'enfant prodige hyper fort dans mon truc. Et je reviens, on s'en fout, quoi. Swami ne me regarde même pas. Il ne me parle pas. Et en rigolant, un prof avancé me dit si t'avais une paire de nibards, là, il te parlerait. Et je remarque que c'est vrai. Il passe beaucoup plus de temps avec les femmes qu'avec les hommes. Bon, moi, je me dis, ok, c'est quand même bizarre, mais c'est une école tantrique, donc peut-être que ça se justifie. Moi, je suis triste parce que j'ai envie de passer du temps avec le maître pour qu'il m'apprenne plein de trucs. Mais bon, je me dis, il doit déjà passer beaucoup de temps avec les femmes, donc il n'a pas le temps pour ça. À ce moment-là, ma femme travaille en Normandie et ne peut pas prendre de vacances de plusieurs mois. Donc, j'y suis seul. Je reprends les cours au fur et à mesure. Ça fait plaisir de ne plus être que prof, mais de nouveau du côté étudiant, à apprendre avec des gens qui ont plus d'expérience que moi. Et je commence à intégrer doucement la partie organisation de l'école, ce qui me plaît bien. Donc tu t'engages quand même plus fortement, en fait. Je m'engage plus fortement. Est-ce que tu penses que tu as fait ça parce que tu avais aussi besoin de l'attention, justement, d'avoir une place un peu particulière ? Qu'est-ce que tu attendais de cet engagement ? J'étais revenu dans l'école pour m'engager, pour aller plus loin dans l'école. Au contraire, je m'engageais tout doucement et c'était lent par rapport à ce que j'attendais, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et notamment dans cette vie qui me plaît globalement, on entend des rumeurs, comme apparemment il y a fréquemment dans Agama. Alors moi, j'entends pas directement les rumeurs, mais j'entends mes potes de l'école qui me parlent de ces rumeurs, et en rigolant, et notamment des rumeurs de sectes. Enfin, ça nous fait rigoler, quoi. Dire que nous, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dans une secte, on est dans des trucs bizarres, ça c'est sûr, on fait des choses bizarres, etc. Mais on peut pas être dans une secte parce que on vient librement, on repart comme on veut. Swami nous fait à moitié la gueule et du coup, on n'a pas du tout envie de rester là parce qu'il n'est pas sympa avec nous, a priori. On dépense de la thune, mais pas tant que ça. Au final, on a dépensé pour faire notre formation, mais sinon, c'est pas très cher. Et on ne nous empêche pas de voir notre famille et nos amis. Donc, on cochait aucun des critères quasiment de la secte. Vraiment, nous, ça nous faisait marrer. C'était tel que une blague. Vous l'imaginiez. Tel qu'on l'imaginait. C'était vraiment une blague pour nous, ça. Par contre, je voyais l'envers du décor. Et ça, c'est ça la déception assez forte. De voir que les profs entre eux, en fait, étaient des humains, des simples humains, avec les égos comme tout le monde. Et je me disais, après des années d'évolution, de yoga, ouverture de chakras, etc., mais je vais être avec des quarts de Dieu. Si Swami est un demi-dieu, ce sont des quarts de Dieu, quoi. Et je trouvais plutôt des humains sympas, mais avec les mesquineries de tous les humains et les petits drames de tous les humains, quoi, entre eux et tout ça. Donc l'illumination, oui. On n'y était pas. Et j'étais encore à ce moment-là peut-être dans les plus fervents à dire mais si la théorie elle marche, moi je vais aller à fond pour voir si ça fonctionne, quoi. Et j'avais l'impression que c'était pas le cas de la plupart. En fait, ils avaient trouvé un équilibre dans l'école, ils s'amusaient bien et puis c'était une vie chouette, quoi. Ça, c'est typique quand on est vraiment engagé dans un mouvement, quel qu'il soit, que ce soit dans le développement personnel, dans la spiritualité et même dans des mouvements idéologiques, plus généralement politiques, etc. C'est que au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que il y a des limites. Alors après, on donne des excuses ou pas, on reste ou pas, mais c'est quand même un constat qui se fait au bout d'un certain temps, où là, à l'épreuve des faits, quel est le résultat qu'on obtient avec l'idéal ou l'idée qu'on a suivie au départ ? Et là, en parlant de limite, on va se retrouver sur une grosse limite. En milieu 2015, il se passe un gros événement scandale dans l'école. Il y a eu un nouveau directeur général qui est arrivé depuis plusieurs mois, qui regarde les comptes et qui dit mais en fait l'école elle est florissante, elle est très bénéficiaire, c'est pas normal que les profs soient payés aussi peu. Lui était un ancien directeur d'une boîte en Australie où il gagnait beaucoup d'argent et il faisait beaucoup d'argent, donc il maîtrise l'argent. Et il dit là il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas normal que les profs, même après des années de service dans l'école, aient même pas de quoi survivre dans l'école. Encore moins de quoi aller faire les visa runs. Tous les 3 mois, il faut sortir et rentrer du pays parce qu'on est touriste là-bas. Et encore moins de quoi aller voir sa famille et prendre l'avion. Donc sachant qu'il y a des milliers d'étudiants qui passent par cette école chaque année. Il faut le préciser, on est vraiment dans une gigantesque école. Ah oui, dans les hautes saisons, on est à 150 à 200 personnes en permanence dans l'école qui passent pour aller faire différents stages. Et il y avait à l'époque 3 ou 4 formations de teacher training qui coûtent 3 500 €, ce qui n'était pas très cher dans le marché du yoga. C'est quand même 3 500 € par personne sur 24 personnes, x 5. Voilà. Donc ça brassait énormément d'argent, mais il y avait aussi tous les halls à rembourser, etc., qui coûtaient de l'argent. Bon, moi, j'étais perdu avec toutes ces sommes-là, mais lui ne l'était pas. Et non seulement le directeur général était là, mais sa femme s'occupait de l'économie. Donc la partie directrice économique de l'école est validée. Enfin, à deux, ils se sont dit, il y a un problème. Donc ils ont augmenté de 100% tous les managers, ils ont augmenté de 50 ou 100% la plupart des profs.
Swami est sorti de ses gonds, a pété un plomb, et il a viré le gars. D'accord. Et c'est là où c'est incroyable maintenant avec le recul, mais... Alors moi, je l'ai suivi de 2 manières différentes. En tant que prof, j'étais prof de bas niveau, j'étais encore prof débutant, on n'a rien suivi de tout ça. On a juste eu une réunion où le directeur disait qu'il partait de lui-même, qu'il était en désaccord sur certains points avec Swami, mais qu'il pensait que l'école était vraiment géniale et qu'il ne voulait pas faire de mal à l'école. C'est important, parce qu'on va l'entendre plusieurs fois, ça. Et que voilà, il n'était pas en accord avec certaines choses de l'école, donc il décidait de partir. Swami, très sympa, lui dit mais merci à toi pour toute ton aide, c'est sympa, voilà. Sauf que derrière les coulisses, et moi j'avais des amis coordinateurs, donc qui étaient plus haut placés, qui me racontaient ce qui se passait. Et j'étais fou. Néo, il s'appelait le directeur principal, s'est fait virer parce que Swami disait qu'il dilapidait l'argent de son école et que c'était n'importe quoi. Et qu'en parallèle, Swami avait demandé une expertise d'un gars qui travaillait pour Nestlé ou je ne sais plus quelle entreprise, mais qui avait fait partie d'Agama avant, et qui lui avait dit mais non, mais il faut diviser par 2 le salaire de tous les professeurs, il faut engager les tailles à la place des bénévoles parce que les tailles coûteront quand même moins cher. Et du coup, en fait, il lui donnait des conseils opposés, quoi. Incroyable. Et donc, Swami a fini par dégager Néo et sa femme. Sauf que ça a fait scandale parmi les coordinateurs. Les coordinateurs, justement, ils étaient 11 dans l'équipe. À la fin 2015, il en restait 2. Il y en a 9 qui sont partis. Oui, donc il y avait un gros problème et tout le monde le savait. Il y avait un énorme problème et ça commençait à savoir même chez les profs. Donc moi, j'étais au courant, du coup, grâce à mes potes coordinateurs. Et là, j'ai réalisé que la gestion de l'argent, elle n'était pas du tout clean. Elle était vraiment pas du tout clean. Alors moi, j'avais encore quand même beaucoup d'admiration pour Swami en tant que prof, tout ce qu'il m'avait appris et tout ça. Par contre, en tant qu'humain et gestionnaire de l'école, là, je voyais qu'il y avait un sérieux problème. En plus de ça, se surajoute une épidémie de chlamydia dans l'école. Tiens. Chlamydia étant une IST, une infection sexuellement transmissible, dans un contexte d'école tantrique, on imagine que c'était à risque, mais dans les cours, on nous expliquait qu'il valait mieux ne pas mettre de préservatif parce que ça limitait l'échange d'énergie et que, de toute façon, quand on mettait de l'eau oxygénée après sur les parties génitales et qu'on faisait attention et qu'on sentait, on pouvait voir et prévenir toutes les maladies infectieuses. Oui, sentir avec le nez. Donc. Voilà, sentir avec le nez. Bien sûr, c'est vrai que le sida a une odeur, comme chacun sait. Voilà. Moi, je m'intéressais pas trop à la partie sexualité de l'école. Là, je bug, je dis, mais ok, vous faites peut-être l'amour à plusieurs personnes, etc., mais avec des préservatifs, c'est bizarre qu'il y ait une épidémie. Et là, ils me disent, non, la plupart d'entre nous, on n'utilise pas. Incroyable. Donc là, je vais voir Swami, je lui dis, mais attends, il y a un truc qui va pas, là. Toi, tu nous dis que l'école est déficitaire, et c'est pour ça que pour redresser la barre, tu diminues les salaires de tout le monde, alors que Néo a dit au coordinateur que je connais qu'on était bénéficiaire de beaucoup. Il y a un truc qui colle méchamment pas, là. Et il y a une épidémie de chlamydia que tu nies, et tu encourages les gens à pas mettre de préservatif. Au début, il était tout sourire quand il vient me voir, et puis au fur et à mesure, son sourire diminue. Mais il me dit, bon, écoute, Koubera, déjà, c'est pas tes oignons. Tu n'as pas à te mêler de ça, tu es trop bas dans l'échelle du pouvoir. Mais bon, vu que tu as mis le nez là-dedans, je vais t'expliquer. Non, Néo et sa femme, ils ne savent pas gérer les comptes, ils nient, ils continuent à dire qu'on est déficitaire. J'insiste quand même, je dis, attends, clairement, ils savent de quoi ils parlent, Agama est bénéficiaire. Et il finit par me dire, ouais, mais de toute façon, j'ai pas fini autant d'énergie et autant d'efforts pour que des gens feignants récupèrent mon argent, alors que moi, je sais mieux que eux comment le placer. Cet argent-là doit aller à la spiritualité, il est divin. Il dit, moi, j'aimerais bien acheter une île où justement on serait plus limité par rien, on pourrait vivre en complète harmonie entre yogis. Et là, on est limité par la loi thaïlandaise, par tout un tas de trucs, des scandales, des rumeurs, qui nous limitent quand même vachement. Donc, moi, je veux pas juste un billet d'avion pour faire l'aller-retour chez moi ou une assurance vie à 500 € par mois pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Moi, je veux quelque chose de spirituellement hyper fort. Bon, j'étais pas convaincu, mais au moins, j'avais une réponse un peu plus sincère. Un peu plus sincère? Qu'est-ce qui te dit qu'elle était sincère? C'est-à-dire qu'il a arrêté de nier, il a arrêté de mentir. C'est ça. Je sais pas s'il était sincère, mais en tout cas, il a avoué qu'il avait menti jusqu'ici. J'ai avoué, ok. Et sur les préservatifs, il me redit, c'est parce que tu as eu tes études de médecine qui te biaisent, mais moi je sais très très bien. En plus, tu me connais, moi je suis Virgo, donc vierge en français, en signe astrologique, donc tu sais bien que nous on est très sur la propreté et tout ça. C'est une preuve. Ouais, c'est une preuve, mais c'était annoncé comme une preuve. Et du coup, évidemment, je ferai attention, je ne transmets pas de maladies sexuellement transmissibles et je me lave, je suis propre. Il me dit, mais si toi ça te dérange, je comprends que tu dises à tes élèves... tu as le droit de faire comme toi tu veux. De toute façon, c'est la beauté des enseignements traditionnels millénaires. C'est que peut-être que moi, la façon dont je les transmets ne te plaît pas, mais je m'en fous. Si toi, il te plaît, si toi, c'est bon pour toi, transmets-les à ta manière parce que c'est ça qui sera le plus juste. Le sage a parlé. Tout à fait. Et tu l'as pris comment, toi, sa réponse, justement, et l'attitude qu'il avait par rapport à tout ça?
ça m'avait étonné et rassuré en fait. Il s'est pas mis en colère, il a dit non, on a des points de vue différents. Bon, oui, voilà, lui, il pense qu'il a raison, il pense que j'ai tort, moi, c'est l'inverse, et c'est respectable. Je me disais, le maître me met un peu sur le même plan que lui, je trouvais ça vraiment valorisant, en fait, de dire, au moins, il écoute, quoi. Ouais, il est ouvert d'esprit, et puis, il te rejette pas, en fait, c'est ça. Ouais. T'avais peur qu'il te rejette. J'avais peur que ça clash, et ça m'avait rassuré. Voilà, donc là, on arrive dans le relativisme tout à fait classique. Dès que ça en arrange, tout est vérité et chacun fait comme il veut. Mais la question que je me pose, c'est quid des femmes enceintes ? Parce que quand même, s'il n'y a pas de préservatif, les femmes, elles tombent enceintes, elles avortent en Thaïlande, comment ça se passe ? Il y avait une grosse emphase dans l'école contre les enfants, en disant qu'en gros, les enfants, c'était... ta vie spirituelle était à peu près foutue. Et du coup, la première partie de l'école, en 2013, là, quand j'ai commencé à être prof, il y avait très peu d'enfants dans l'école. Et donc je ne sais pas, j'imagine qu'elles avortaient, je ne sais pas exactement comment ça se passait. J'ai eu aucune copine dans ce cas-là. Mais quand je suis revenu là 2 ans après et encore après, il y avait de plus en plus d'enfants dans l'école. Donc manifestement... Ah oui, donc des enfants nés sur place en fait. Des enfants nés sur place et de grands professeurs de l'école. Et le discours du coup évoluait un peu. Porter un enfant, c'était un des chemins spirituels les plus forts, mais qui était hyper difficile. Donc c'est pour ça que c'était pas du tout accessible à tout le monde. Mais que si vraiment vous le vouliez, ça avait changé un peu, quoi. Et le dernier gros scandale qui arrive dans ces mois-là, juste après, Somananda, qui est un des profs les plus âgés de l'école qui officie en Estonie, vient pour faire des cours, notamment de tantra sexuel, autour de l'école, donc pas dans l'école, mais autour de l'école, et il est accusé d'avoir violé quelqu'un. Donc il faisait un yoni massage. Les yoni massages, c'est les massages de l'appareil génital féminin. Le yoni étant donc la vulve et le vagin. Ouais. Et les yoni massages, c'est très codé, donc c'est du massage intérieur et extérieur du vagin. Avec la main. Avec la main, c'est normalement censé être pour la santé, attention après. Bien sûr, pour guérir. Pour guérir. Et pour avoir aussi une ascension spirituelle. Et pour guérir des traumatismes qui se logeraient dans les parois vaginales et qui expliqueraient les douleurs aussi des femmes quand elles font l'amour parfois. Et donc, il y avait des gens qui faisaient ça en dehors de l'école, c'était pas dans l'école. Et si ça leur plaisait, à la limite, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Sauf que là, la personne racontait qu'elle était venue pour un yoni massage, qu'elle avait eu la sensation d'être hypnotisée, et que quand elle s'était réveillée, il était en train de la pénétrer. Et du coup, elle en a parlé à des personnes. Moi, j'ai entendu ces rumeurs-là, qui étaient choquantes, et où personne dans l'école ne disait rien. Donc, il y a une accusation de viol, et l'école n'en fait rien. Dit rien. Silence radio. Swami, Maha, Muktananda, les 3 associés donc qui récupèrent l'argent de l'école, ne disaient rien. Les grands profs disaient pas grand-chose. Et il y avait par contre plein de petits profs de mon niveau et un peu au-dessus qui étaient dans le tantra sexuel, qui étaient révoltés, qui ont écrit plein de lettres en disant mais là c'est impossible, là c'est complètement contraire à la déontologie de tout ce qu'on fait dans cette école-là. Il y a eu des sessions, j'ai participé à une session quand même pour essayer de comprendre. Une prof de yoni massage qui a expliqué à quel point c'était complètement déviant ce qu'aurait fait ce prof-là, à Somananda, à cette personne-là, et que c'était complètement contraire à tous les principes de tantra et de yoni massage. Oui, sachant qu'il faut rappeler que Somananda est une figure majeure du mouvement Agama. Donc, s'il y a ce genre de rumeurs, aussi ce genre d'actualité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction, un commentaire de la part du siège Agama pour dire comment il se positionne surtout. Tout à fait. On voit qu'il y a un souci quand même. Et c'était silence radio. Moi, je suis un peu rassuré sur la pratique du tantra en disant, ok, la plupart des gens que moi je connais sont révoltés et disent que c'est pas du tout normal et qu'il y a un truc à changer et que là, c'est pas possible que ça se reproduise, ce truc-là. Mais ça valide aussi mes peurs de jouer avec la sexualité, même si c'est avec des bonnes intentions, je vois qu'il y a des excès et peut-être des viols. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est décrit, quoi. Et c'est là où on revient dans l'idée que depuis le début, Swami nous disait qu'il y avait des rumeurs qui étaient amplifiées et aussi des femmes qui voulaient se venger de l'école ou de lui et qui inventaient de faux trucs. Oui. Et ça, on l'avait dans la tête depuis le début. Il y a quand même ce doute-là de dire ça se trouve, ça n'a pas été vrai, etc. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que depuis le début dans les enseignements, Swami nous explique que dans les challenges des yogis, côté védantique, c'est que c'est chiant et que c'est hyper dur dès le début. Aller dans une cave et rien faire, c'est hyper dur. Tantrique, c'est plus facile au début, il n'y a pas beaucoup de choses à renoncer. Mais il y aura 3 grands piliers qui vont être hyper difficiles. L'argent, le pouvoir, la sexualité. Oui, parce que là, comme tu le disais tout à l'heure, le tantra, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans une grotte. Donc on est tenté, en fait, par le péché, entre guillemets, comme on pourrait dire dans la tradition chrétienne. Et que l'ego spirituel est l'ego le plus fort possible, et il s'était dit. Et là, je vois que Swami, mais l'école, du coup, l'illustration qui va avec,
Au niveau de l'argent, fait n'importe quoi. Au niveau du pouvoir, fait n'importe quoi. C'est pas du tout transparent. Et au niveau de la sexualité, fait n'importe quoi parce qu'ils répondent rien à ces histoires. Là, je dis, c'est quand même un comble, quoi. Il nous a expliqué ce qu'il fallait pas faire et l'école le fait, quoi. Donc, on est fin 2015. Je rentre en France et je décide de ne plus jamais mettre les pieds dans cette école parce qu'il s'est passé trop de trucs problématiques, quoi. Quelques mois plus tard, je reçois un mail du directeur économique transitoire, un gars qui avait été un de mes profs dans les niveaux intermédiaires, là. Qui remplace donc la femme de Noé. La femme de Noé, qui envoie un mail en disant, voilà, je suis resté 2-3 mois ici, je suis banquier, moi, à la base, donc j'ai accepté d'aider Agama parce que je pense qu'Agama est trop bien, etc. Je me dois de quitter le poste parce que, justement, dans les yama et niyama, on l'avait dit au tout début, les principes des yogis, il y a Satyam, qui est la vérité, et Ahimsa, qui est la non-violence. Et il dit là, Satyam, la vérité, ça tient pas. Ce qu'a dit Swami, c'est un mensonge. Ce que disait Néo, c'est vrai. J'ai les papiers et les chiffres devant moi, j'ai beau les tendre dans tous les sens, Swami ment. Et il dit, voilà, je ne veux pas détruire l'école parce que ça nous a apporté tellement de choses qu'on se sent redevable, mais je veux que tous ensemble, en tant que communauté, on grandisse et que ce qu'il y a de beau dans l'école puisse persister en enlevant les parties dark et sombres que là, moi, je vois en étant monté. Et il envoie ça non seulement à Swami, mais à pas mal de coordinateurs et de grands profs de yoga. Ouais, sauver l'idéal, en fait. Ouais. On a vécu des choses fortes, on a un idéal fort, on veut tous aller dans le même sens. Il y a des problèmes sur le chemin, ils ont été annoncés parce que c'est un chemin spirituel, il faut qu'on les dépasse ensemble. C'est ça. Et donc, ne pas rendre public ces problèmes non plus, pour ne pas détruire l'école. Mais moi, j'ai eu la réponse de Swami qui m'a été donnée par les coordinateurs qui étaient mes copains. Et il s'est fait allumer en réponse parce qu'il avait déjà partagé ça à plus que juste Swami. Et bien sûr. Et il aurait dû garder ses doutes que pour lui. Et que là, il l'avait partagé à 20 ou 30 personnes, ce qui allait créer des conséquences karmiques hyper négatives pour lui. Mais le pauvre, il s'en rend pas compte. Donc Swami, quand même, le bénit et le protège. Mais quand même, il va avoir du gros karma négatif pour ce qu'il a fait. Et que, en fait, de son point de vue et de sa perspective d'être un peu moins élevé, il ne comprend pas les tenants, les aboutissants, mais que Swami lui expliquera, etc., que tout va bien. Et il n'y a pas une once de remise en question, quoi. Pas une once. Et l'économe en question, est-ce que tu sais comment il a pris cette menace, justement, de dégradation de son cycle karmique par cette action-là d'attaque de Swami? Est-ce que les gens y croyaient? Est-ce que les gens étaient affectés par ce genre de menace? Parce que j'imagine que c'est pas isolé, que c'est un argument qui était employé à tout bout de champ pour toute chose qui n'allait pas. Dans les cours en général, moi j'avais ce truc-là. Et même là, en venant parler avec toi, il y a encore un tout petit fond qui est trop long. Je ne savais même pas que ça existait encore moi. Il y a eu quelques secondes de « et si jamais tout ça c'était vrai, qu'est-ce qu'il y a au niveau karmique ?» Donc c'est quand même un truc qui est tellement ancré dans la tête. C'est fou. Qu'il y a eu encore un peu ce truc-là. Tu vois, c'est minime, mais il y a eu ce truc-là. C'est là qu'on sent l'endoctrinement, la puissance de l'endoctrinement. Ouais. Donc lui, je pense qu'il l'a un peu mal vécu, mais il savait en écrivant cette lettre que ça allait faire... on connaissait Swami et son caractère. Il avait un sticker marqué « It's my way or the highway ». C'est tu fais mon chemin ou tu prends la route, quoi, tu dégages, quoi. Donc il attendait pas tant que ça de réponse, mais il le faisait pour laisser une porte ouverte aussi à Swami, à dire tu peux peut-être être mieux maintenant. C'est pour ça qu'il a envoyé aux autres pour dire regarde, tu peux pas ne pas changer et qu'il n'y ait pas de conséquences, quoi. Et j'ai pas eu de nouvelles, il n'était pas français, j'ai pas eu de nouvelles de lui après. Ouais, je sais pas quel effet ça a eu sur lui au moyen terme. Toujours est-il que je décide de ne plus jamais remettre les pieds là-bas et de faire du yoga à mon nom, de plus mettre Agama sur moi à ce moment-là. D'accord. Par contre, je continue à partager les mêmes croyances. Je remets pas du tout en question le fondement de l'enseignement. Je remets en question les humains qu'il y a derrière au pouvoir et qui, eux, ont l'air de faire vraiment de la merde avec ça dans l'école, quoi. Ils sont pas à la hauteur de l'enseignement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et j'aime tellement quand même mes croyances que j'arrive pas à me dire qu'il y a un côté contradictoire à ce que ce soit ces personnes-là qui m'aient enseigné ça, qu'ils ne respectent pas et qu'il n'y a pas un problème quelque part peut-être, quoi. Nous voilà arrivés à la fin de ce 3e volet. Geoffrey semble désormais avoir les idées claires. Mais, nous ne sommes qu'au milieu du gué. Merci à celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité vienne bousculer vos 2 hémisphères cérébraux. Si vous aussi vous souhaitez contribuer, suivez le lien en description. On retrouve la suite des aventures de Geoffrey vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.